l'état civil sous format JPEG et PDF, et ça ne demande qu'un téléphone portable et de plus pour le paiement des mobile money, et également la possibilité de scanner par un abonnement CamScan qui permet d'envoyer à tous les requérants des actes d'état civil. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de la mairie de Khombole? Pour une transparence, nous avons créé des open space. Rencontrés le plus souvent dans l'espace privé, les compagnies d'assurance et les banques, nous l'avons implémenté à Khombole. L'espace d'état civil est en open space qui puisse permettre de voir l'officier d'état civil derrière, le citoyen qui est derrière, qui le voit travailler, l'agent d'état civil, le citoyen qui est derrière, qui le voit travailler. Ça permet d'installer un climat de confiance et de transparence. J'ai épuisé le temps permis. En attendant d'autres, nous allons partager les différents documents. Et pour chaque initiative, il y a les termes de référence et les documents qui l'accompagnent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Michel le maire, pour cette présentation. Le maître mot qui revient dans ce qu'il a présenté, c'est qu'il faut radicaliser la démocratie. Et le radicaliser, c'est aussi passer par les nouveaux outils, les nouveaux dispositifs et les nouveaux supports, notamment la connectivité, pour radicaliser la démocratie et qui permet également d'impulser la participation du citoyen. Et je retiens que vous dites qu'il faut qu'on parvienne à transformer les habitants en citoyens, concept qui est très important, surtout en lien avec comment mobiliser les ressources qui permettent de financer le développement local. Et à travers tout ça, on voit beaucoup d'outils, de dispositifs que vous avez pu expérimenter à Khombole, ville centenaire, pour y arriver. Et j'espère que tous ces outils pourront être capitalisés et j'espère également que tous ces outils pourront être partagés avec le public. Merci. Merci pour cette présentation qui est revenue sur un large panorama de beaucoup d'innovations démocratiques que vous avez pu tenter à Khombole et sur lesquelles certainement que les réponses, les questions viendront. Deuxième intervenant, ce sera un chercheur qui, à partir de sa station de recherche et qui, dans le secret des laboratoires, et aussi dans le secret de tout ce qui se passe sur le terrain et sur lequel il a jeté un regard froid. Et c'est cela la différence entre les chercheurs et ceux qui sont dans la pratique. Ceux qui sont dans la pratique sont pris dans la quotidienneté. Le chercheur a cette possibilité d'avoir un recul qui permet de regarder froidement les choses et puis de tirer des enseignements. Donc, je voudrais inviter le docteur Expédite Olougou pour intervenir sur les accords internationaux et la prise en compte de la démocratie participative dans les textes constitutionnels et législatifs en Afrique. Merci, docteur, pour votre acceptation à intervenir et surtout à partager les résultats de vos recherches avec nous. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, il m'a été demandé de faire une présentation sur les accords internationaux, les tests constitutionnels et réglementaires et la démocratie participative en Afrique, devant une assemblée faite de praticiens et d'experts. En la matière, on a souvent une technique dans la prise de parole en public qui consiste de ne pas parler le latin devant les cordeliers ou de ne pas parler des chaussures devant les cordonniers. Et donc d'être le plus bref possible pour rester le plus intelligible possible. Donc ce que je tenterai de faire, Monsieur le Président, c'est d'essayer de rester dans les 10 minutes qui m'avaient été demandées pour que les 5 minutes qui vont suivre, je ne raconte pas de bêtises sur lesquelles on va devoir me juger. Lorsqu'il m'a été confié cette tâche, il y a eu un seul propos qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de Bossuet, le paradoxe de Bossuet, qui dit que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Rapporté à la question qui m'a été demandé de traiter, on peut observer que sur le rapport accords internationaux, États africains, tests constitutionnels
et tests réglementaires, les États africains, soit sont saisis par le paradoxe de Bossuet, soit ils font de l'hypocrisie. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, face à la démocratie participative, les États africains adorent en public, sur la scène internationale, ce qu'ils détestent en privé au plan interne. Au fond, ils proclament les vertus de la démocratie participative au plan international, ils y souscrivent au moyen de plusieurs instruments juridiques, mais en sapant les bases, en rendant difficile, voire impossible, son effectivité au plan interne. Ce constat fondateur m'amène à faire l'hypothèse ci-après pour traiter de la question. C'est que, au regard des éléments factuels dont nous disposons, la démocratie participative est d'une part une démocratie célébrée au plan international et une démocratie malmenée au plan interne des États africains. Premier moment donc de mon propos, la démocratie participative célébrée au plan international, on peut l'observer sur 2 points. Le premier, c'est que sur la scène internationale, il y a une volonté politique manifeste. J'ai envie de dire une volonté politique manifestée. On le voit par les actes posés par les États et, conséquence de cette volonté politique manifestée, on a un cadre juridique manifeste. Une volonté politique manifestée. Un ou 2 éléments, pour aller vite. Le premier élément, c'est la déclaration du millénaire adoptée par les Nations Unies en septembre 2000 à New York. Si on regarde bien cette déclaration, le paragraphe 25 dit en particulier que les Nations Unies doivent travailler ensemble, je cite, travailler ensemble à l'adoption dans tous les pays de processus politiques plus égalitaires qui permettent, et là je souligne, la participation effective de tous les citoyens à la vie politique. Et on peut multiplier les déclarations de ce genre en regardant la plupart des textes fondateurs des relations internationales, mais je vais m'en tenir à cette déclaration parce qu'elle est décisive dans l'histoire de la démocratisation internationale, puisque les années 1980 et 1990 ont été des années pendant lesquelles les Nations Unies, au nom du principe de non-ingérence, ont laissé les États, et au nom de la souveraineté, ont laissé les États faire ce qu'ils souhaitent faire au plan des régimes politiques à l'interne. De cette déclaration qui rassemble la philosophie globale des Nations Unies et du système international face à la démocratie participative, on peut indexer le cadre juridique international qui est véritablement manifeste quant à cette démocratie participative. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, les 2 pactes. Le pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 21, 22 et suivants, et surtout l'article 25, qui est consacré au droit à la participation politique, et je ne vais pas ici citer tout cela pour gagner du temps, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et puis les diverses conventions et traités internationaux et régionaux, et parce qu'on est en Afrique, je peux insister sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est partie intégrante de beaucoup de constitutions, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et je vais m'en arrêter là pour rester dans le temps qui m'est imparti. Donc, on peut bien voir que du point de vue juridique, au plan international, la démocratie participative est célébrée. Mais au plan interne, la démocratie participative, elle est, d'une façon ou d'une autre, malmenée. Ou si vous voulez, je n'ai pas envie d'utiliser un langage obscène, mais elle est attouchée. La démocratie participative est attouchée. Et si on veut voir de façon concrète, on peut observer qu'au plan interne, au niveau des États africains, la démocratie participative est parfois absente dans la lettre des tests. Dans la lettre des tests. Et elle est relativement présente dans l'esprit des tests. Donc, premier moment ici, la démocratie
parfois absente dans la lettre des tests. Je me suis permis un petit effort de droit comparé en regardant quelques constitutions de quelques États africains et j'ai observé que, effectivement, la démocratie participative en tant que telle est absente dans la lettre des tests en raison de deux choses. D'abord, une absence qui peut être observée au niveau de la novlangue, ce qu'on appelle la nouvelle langue de la démocratie participative. Quand vous prenez la plupart des tests africains, rarement vous voyez les termes qui sont propres au champ de la démocratie participative dans les tests constitutionnels législatifs africains. Mais on peut vite être les avocats des États africains en disant que le mot peuple est présent et que le mot peuple, à lui tout seul, veut dire participation politique. Et cela est vrai, on le voit dans les tests. Sauf que, deuxième observation importante, c'est qu'il y a une absence réelle de dispositions propres à la démocratie participative. Je me suis permis cet exercice de prendre les tests et de mettre, par exemple, participatif, démocratie participative, pour voir les occurrences dans les tests, ou de mettre participatif tout court, ou de mettre concertation, ou de mettre coopération, ou de mettre délibération. Et les occurrences sont très faibles. Très faibles. Donc, il y a effectivement une absence réelle des dispositions liées au champ de la démocratie participative. Voilà pour l'œil critique. Mais si on fait attention et qu'on va au fond, on se rendra compte qu'il y a une démocratie qui est présente, une démocratie participative qui est présente dans les tests constitutionnels et législatifs africains. Une démocratie présente dans l'esprit. Dans l'esprit des tests en premier et après dans l'esprit des acteurs en deuxième. Dans l'esprit des tests, au risque de vous décevoir, mesdames et messieurs, je n'ai pas vu un test constitutionnel et législatif africain qu'on peut accuser d'être dans le fond ignorant de la démocratie participative ou d'être anti-démocratie participative. Parce qu'au fond, la plupart des tests retournent à la fondation de la démocratie, qu'est le peuple lui-même, et dans des conditions, que ce soit d'élection, de production, de l'action publique ou des politiques publiques, des conditions de délibération, peut-être inachevées, peut-être des processus imparfaits, mais je n'ai pas vu un seul test. En revanche, c'est que la démocratie, elle est davantage participative, elle est davantage présente dans l'esprit des acteurs, et j'ai envie de dire, dans leurs actes. Et là, le propos est très intéressant, c'est que les acteurs, qu'ils soient des acteurs nationaux ou des acteurs internationaux, transforment la démocratie participative en une forme de société réelle qui est surdéterminante dans la gouvernance politique. C'est-à-dire que les acteurs utilisent l'absence précise dans la lettre, utilisent l'esprit pour produire des actes qui sont des actes juridiques qui dérivent de l'absence textuelle ou à la lettre des tests constitutionnels, obligeant, ce faisant, les pouvoirs publics, le juge constitutionnel, les juges, la plupart du temps, à constater la mise en œuvre de la démocratie participative découlant des espaces laissés par les tests constitutionnels. Ce qui fait que si j'avais une proposition à faire pour une prochaine fois, ce serait intéressant de regarder plutôt la jurisprudence des cours et institutions juridictionnelles sur la démocratie participative. Et ce que j'ai observé, c'est que les cours, les juridictions sont plus productives, plus intelligentes, plus intelligibles que les législateurs en matière de démocratie participative, parce que, par exemple, vous observez très bien dans la plupart des jurisprudences des cours et conseils constitutionnels en Afrique qu'ils imposent aux États d'accepter que les citoyens exercent leur participation politique, lors même que les pouvoirs exécutifs s'y opposent. Et donc, pour moi, si j'avais la possibilité de reformuler le thème et de le retraiter, je m'accentuerais beaucoup plus sur la jurisprudence et la démocratie participative en Afrique en tant qu'espace fructueux pour remettre la démocratie dans les tests. Et, pour ne pas terminer, on observe que malgré cette absence textuelle dans la lettre,
il y a une forme de connivence entre les acteurs internationaux, prenez le mot connivence au sens positif du terme, une connivence entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux qui offrent des pratiques, M. le maire l'a dit, des pratiques innovantes de production de la démocratie participative dans la plupart des secteurs dans lesquels l'action publique est obligée d'intervenir. Et, on l'observe bien, ces efforts des sociétés civiles sont décisifs dans la production de la gouvernance dans nos pays. Et pour ne pas conclure, je conclurai dans l'espérance. Dans l'espérance que la démocratie en tant que forme de société est à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, je dirais même un certain nombre de décennies dans nos pays. Et au fond, c'est à l'avènement de la démocratie participative en tant que régime qu'il faut travailler maintenant, en tant que régime politique. Parce que jusque-là, on a eu de la démocratie, mais de la démocratie représentative en tant que régime, et on a eu la démocratie participative en tant que forme de société. La bataille, du point de vue juridique, ce serait de faire en sorte de dégager quelques valeurs juridiques, quelques valeurs constitutionnelles de l'innovation citoyenne de la participation que l'on pourrait canoniser dans des tests constitutionnels. Et à ce moment-là, on travaillerait à avoir une démocratie participative en tant que régime et on ne ferait que rendre hommage à un des grands auteurs de la théorie politique et en particulier de la gouvernance, Alexis de Tocqueville, qui, il y a quelques siècles déjà, insistait sur les dangers de la démocratie représentative qui ne permettent pas à la démocratie de fonctionner comme il faut. Et déjà, il y a quelques siècles, Alexis de Tocqueville insistait sur la nécessité d'avoir une démocratie participative, celle de la société des égaux, telle que vue plus tard par Pierre Rosanvallon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la permission des 12 minutes finalement. Merci beaucoup. Si, ça marche là, oui. Merci, merci docteur pour cette riche présentation qui a fait un panorama depuis des hypothèses de recherche que vous avez posées sur la démocratie participative, comment on le voit, et ensuite à partir des différents pactes, des déclarations déjà qui ont été pris au niveau international et qui ont permis à certains États de s'ajuster et d'aligner leurs textes. Et ensuite, les différents pactes qui ont été pris, bon, à côté de la déclaration du millénaire, peut-être qu'il y a la déclaration de la Baule aussi, hein, qui ont permis à plusieurs pays africains de s'aligner et de se mettre en ligne pour arrimer leur texte de loi par rapport à ces arrangements internationaux, là, les pactes au niveau régional sur lesquels vous êtes revenus. Et ensuite, la démocratie participative, comment est-ce qu'elle est perçue et comment est-ce que vous la sentez malmenée dans nos pays avec bon, une tentative de faire sans réellement faire, et aussi avec l'absence dans les textes constitutifs. C'est vrai, l'Afrique c'est presque un désert. Peut-être qu'il y a deux cas que je pourrais mettre dans le panier qu'on pourra discuter. Ce qui se passe en Tunisie, avec la constitution tunisienne qui, je pense, en son article 139, Abdulaziz, tu m'aideras, hein, article 139, je pense, de la constitution tunisienne qui reconnaît explicitement la démocratie participative et sur laquelle peut-être qu'on peut revenir. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Tunisie, on peut revenir là-dessus. Peut-être en Angola aussi, où on voit qu'il y a là aussi des avancées au point de vue constitutionnel pour accepter la démocratie participative. Mais c'est dans un désert, ces deux cas qu'on parvient à voir et sur lesquels peut-être qu'on peut analyser pour voir concrètement qu'est-ce que ces deux cas ont donné. Et ensuite, vous revenez en disant peut-être que ce serait bien, si nous voulons avancer, de regarder les jurisprudences qui ont été faites et sur lesquelles ça nous permettra peut-être de mieux améliorer ce qui est là et de le prendre en compte pour aller de l'avant. Merci pour cette présentation. Je pense qu'il y aura des questions qui viendront tout de suite après. Alors, je vais me tourner vers la salle pour les questions qui ne manqueront pas après ces deux-là. Comme je l'ai dit, nous devions avoir une présentation venant de l'Allemagne, mais malheureusement en ligne avec le niveau de connectivité, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, la parole est à la salle. Je vais bouger de la droite à la gauche. Pas du cœur vers l'esprit, mais de l'esprit vers le cœur. Alors, je vais prendre les intervenants d'abord et ensuite je donnerai la parole. Je prends la liste.
Alors, s'il vous plaît, pour les interventions, je les veux courtes et ciblées. Ça nous permettra d'en prendre le maximum et ensuite de donner la parole aux intervenants qui pourront réagir sur les questions qui ont été posées. Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane Sarr. Tidiane Sarr. Ensuite, oui, Vincent Gomis. Ensuite, deuxième rang, oui, il y a une troisième. Adjimi. Adjimi. Deuxième rangée, juste devant Gaussou. Gaussou Sen. Ensuite, juste derrière, Magadouad. De Méquin, hein, c'est bien ça? Non? Alors, derrière, Innocent. Innocent, ok, très bien, Innocent. Derrière, AO. A-W-O. AO. Au Sénégal, ça voudrait dire quelque chose. Allez, troisième rangée. Hein? Paul. Alors, juste à côté de Paul, c'est Wahab. Hein? Comme je porte des lunettes, je ne vois pas bien. Wahab. Quatrième rangée. Oui. Je suis toujours là. Alors, Signaté. Quatrième. Alioun. Ramdé. Derrière, madame. Oui, c'est vous. Madame Adiza. Ensuite, Denis, oui. Denis. Emmanuel. Il n'y aura pas un deuxième tour, hein? Comme les élections là qui ne finissent jamais. Hein? Adi? Oui, mettez. Vous êtes. Elle? Ali, d'accord. Hein? Silla. Fatma. Très bien. Oui, juste là. Arissou. Arissou. Keno. Et Keno. Très bien. Je reviens au micro pour distribuer la parole. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Oui. Ok, mettez ça là. Faites circuler les micros, s'il vous plaît, pour qu'on ne perde pas de temps. L'un juste à droite et l'autre à gauche, les deux micros, pour que ça circule. Chère dame. Alors, la parole à Cheikh Tidiane Sarr. Soyez focus sur la question que vous voulez poser et ensuite ciblez-la à qui vous souhaitez que ça soit adressé. Cheikh Tidiane. Merci, bonjour. Je m'appelle Cheikh Tidiane Sarr, journaliste à l'agence de presse sénégalaise, également communicant territorial, animateur en coaching territorial. Merci donc d'avoir, je remercie les panélistes de leur intervention. Je voudrais juste remercier et féliciter tout à l'heure l'intervention de M. Boy, qui est revenu largement sur ce que j'appellerais la réussite de la communication territoriale, qui est aujourd'hui un outil de transparence, un levier de redevabilité. Et c'est bien matérialisé dans sa communication. Je le félicite parce que récemment, j'ai écrit une contribution pour dire qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ne sauraient développer si elles ne passent pas par ces outils aujourd'hui de communication à travers les langues nationales, à travers la radio locale, à travers les sites internet, les outils numériques de manière générale. Et ce serait bien de matérialiser ça dans tous les pays parce que les populations
ont besoin de savoir, ont besoin de connaître vraiment ce qui se passe dans leur localité et vous l'avez bien matérialisé, je vous remercie. Et ça, aujourd'hui au Sénégal, pour retourner tout à l'heure avec le professeur, l'expert, M. Ologo, pour dire qu'au Sénégal, nous, on a réussi quand même beaucoup de choses avec la décentralisation. La Constitution du Sénégal, à son article 102, dit que les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation. Donc nous, au Sénégal, on a déjà matérialisé ça. Et au-delà de ça, la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013, portant code général des collectivités territoriales du Sénégal, a même désormais érigé en principe ce que j'appellerais cet outil de participation citoyenne. Donc la participation citoyenne aujourd'hui au Sénégal est devenue un principe à travers cette loi. Et avec cette loi, on a institué l'article 6, l'article 7. Et mon ami, le parlementaire, Alioune Souaré, a toujours insisté pour sa matérialisation à travers les articles 100 et quelques. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, on a vraiment réussi cela et je vous remercie. Et pour dire que, rappeler juste la contribution du professeur Djibi Diakhaté qui disait qu'au Sénégal, ceux qui ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent, ceux à qui on donne se subordonnent. Les populations délégataires du pouvoir, les populations n'ont pas besoin donc d'être des subordonnés. Parce que tout ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi, disait Gandhi, nous devons savoir, nous devons impliquer, nous devons contribuer. C'est pour ces raisons que je remercie Bachirou et toute l'équipe que nous ont invités ici. Merci. Merci, Cheikh Tidiane. C'est noté pour la question. Je vais juste à côté Vincent Gomis. Bonjour tout le monde. Merci, M. Kanouté. Tout d'abord, je souhaiterais m'associer aux félicitations et encouragements adressés à M. Sarr, aux panélistes du jour. Nous l'avons bien senti. M. Olougou, je pense, expédier la question en parlant de démocratie célébrée à l'international, mais malmenée. Nous avons senti aussi cette démarche de juriste et nous vous félicitons pour votre brillante, véritablement, prestation. Monsieur le maire, merci aussi pour votre présentation. Juste, vous avez évoqué la question de l'état civil. On connaît un peu la sensibilité de cette question-là, surtout le regard d'habitude qu'a les États, en tout cas l'exécutif sur cette question-là. Je pense qu'il y avait même un projet au Sénégal, en tout cas visant à un peu informatiser, comme vous l'avez dit tantôt, l'état civil. Mais est-ce que vous ne risquez pas de vous heurter à cette volonté toujours de l'État de véritablement avoir la main mise sur cette question de l'état civil, sachant un peu la sensibilité liée à l'état civil? Merci beaucoup. Merci Vincent. Je passe à Jimmy. Juste derrière. Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Adjibi, chargé de programme d'une ONG qu'on appelle Voix et Action Citoyenne, qui intervient bien sûr dans le secteur du numérique, de la citoyenneté active à travers le numérique. Je voudrais féliciter le maire de Khoumboul, qui est venu sur un terrain où je me sens le mieux actuellement. Et j'ai une petite question, s'il vous plaît, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous proposez aux citoyens actifs dans un contexte de méfiance face aux lois sur le numérique? Qu'est-ce que vous proposez aux citoyens actifs dans la participation citoyenne, bien sûr, hein, face aux lois sur le numérique qui se trouvent être de plus en plus méfiants avec la jeunesse? Les lois sur le numérique, hein? Oui. La participation active face au numérique. Très bien. Dans un contexte où la méfiance est très poussée, qu'est-ce que vous proposez? Et je voudrais demander aussi si vous pouvez nous mettre à disposition, si vous avez pu capitaliser vos expériences, et si vous pouvez mettre à disposition la démarche pour que cela puisse servir dans nos communes au profit de nos citoyens. Merci. Merci Adjimi pour cette question. Je passe à Gaussou Sen maintenant.
Et le deuxième micro à Maguette Wade. Ok, merci beaucoup. Le micro, il est bon. Okay, merci beaucoup, Bachir. Et moi, je suis très, très content aujourd'hui que, en tout cas, pour la première fois que je vois deux présentations qui se complètent directement. Le premier a fait son exposé et le second dit, comme le premier l'a dit, pour opérationnaliser ce que j'ai fait en termes de recherche. Vraiment, c'est salutaire. Cependant, j'ai une observation que le doyen a fait la fois passée. Quand je dis le doyen, je fais référence à M. Elombassi. Il a dit, si on veut chercher les informations, et ça fait référence à ce que vous avez dit, monsieur le panéliste 2, en disant la démocratie participative est célébrée au niveau international, mais un peu malmenée dans nos États, si on peut se permettre de parler ainsi. Si on veut trouver des références, je vis ici, on fait toujours référence à des auteurs de renom international, d'autres pays et autres, alors que dans nos réalités culturelles, il y a beaucoup de références qui sont textuellement, même mieux à prendre par rapport à la question de la démocratie participative. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, je parle de Kourou-Kamfoua, on peut en parler, le temps ne me permet pas, je pouvais approfondir, mais peut-être le roi Béhanzin a fait des choses par rapport à la démocratie, a dit des choses, a mis en place des mécanismes par rapport à la démocratie participative. Je pense que si on prend ça, ça nous aiderait à avancer beaucoup plus sur la question. C'est ce que je voulais dire à ce niveau. Mais la question maintenant, c'est surtout par rapport à M. le maire que je le félicite beaucoup, même s'il est en concurrence à moi par rapport au PEL. Peut-être que le résultat va sortir, mais on est en combat, on est en concurrence. C'est ça que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, je vous félicite pour le prise de risque. Parce que vous avez dit, même si les textes n'existent pas, nous on a pris l'habitude, on a initié, on a pris le risque de donner les actes d'état civil aux citoyens. Et je fais référence ici à beaucoup de juristes qui vont dire, tant que les textes ne le font pas, si vous le faites, vous êtes dans l'illégalité et la sanction doit suivre. Et comment vous avez fait être là et ne pas être sanctionné? J'aimerais voir à travers votre leadership, votre prouesse, comment ça se passe pour nous en inspirer et je vous remercie. Merci, merci Gaussou. Disons que vous êtes complémentaires, pas concurrents. Maguette Wade, la parole et le deuxième micro à Innocent. Merci, monsieur le modérateur. Merci aux panélistes pour vos interventions éclairées au succès de ce panel. Moi, je me nomme Maguette Wade, doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je pense que ma première question, monsieur Sarr a un peu broché, donné quelques réponses. Vu que les outils numériques peut-être qui peuvent être utilisés, comme les radios communautaires et autres. Au Sénégal, parfois, on rencontre beaucoup de problèmes pour avoir un extrait de naissance. On fait des queues, mais avec les outils numériques, quels outils numériques peuvent être utilisés pour encourager la participation citoyenne, pour impliquer les jeunes, les femmes, les autres acteurs dans ce que vous faites en tant que premier magistrat. La deuxième question, comment la ville de Khombole, pour monsieur le maire, comment la ville de Khombole peut être devenue plus durable grâce à la participation citoyenne numérique? L'autre question, ça m'adresse à monsieur Ologu, docteur Ologu. Merci pour vos interventions. Comment les accords internationaux influence-t-il l'intégration de la démocratie participative dans les constitutions africaines? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ici, la démocratie est malmenée. La deuxième question, comment la participation citoyenne est-elle encadrée dans les constitutions africaines en réponse aux engagements pris dans les accords internationaux? Voilà mes deux questions. Merci beaucoup. Bien, alors, ceux qui sont déjà passés, vous êtes chanceux.
puisque ceux qui vont venir, vous n'aurez droit qu'à une question. Et la deuxième question, si vous l'avez, vous pourrez manger ensemble, vous prendre la pause ensemble et discuter. Donc, à partir de maintenant, c'est une question pour qu'on puisse gérer le temps. Je donne la parole à Innocent, et Innocent, vous serez le premier à être sous contrôle. De loin. Je ne peux pas poser une seule question et partir d'ici. Ce n'est pas bon. Je vous en prie. S'il te plaît. Merci bien, monsieur le maire. J'ai été sidéré par votre présentation. Moi-même, j'ai été maire. Je suis un maire honoraire. J'ai fait 12 ans. Et j'avais écrit un livre que j'étais en train de boucler quand j'ai été élu maire. J'ai eu la chance que ce soit notre patriarche, M. Jean-Pierre Elomassi, qui ait préfacé l'ouvrage. Et quand j'ai été maire, j'ai dit je vais mettre en application ce que j'ai écrit. J'ai pris des initiatives. J'ai fini par comprendre que tout s'inscrit dans la durée. Monsieur le maire, vous avez parlé de votre ville qui a 100 ans d'expérience, je crois bien. Hein? Alors, qu'est-ce qu'en 2 ans, vous avez ajouté à ce que vos prédécesseurs ont fait? Et tout ce que vous numérisez aujourd'hui, comment est-ce que l'État central ou bien la structure hiérarchique dont vous dépendez apprécie tout pour vous laisser la main libre de travailler? Parce que l'État civil, c'est très sensible. Hein, si vous numérisez, comment est-ce que vous arrivez à sécuriser tout cela? Monsieur Espedi Ologou, votre présentation m'a fait penser à monsieur, comment il s'appelle, j'oublie son nom, Jean-Pierre, qui dit que ce que nous faisons aujourd'hui dans nos pays africains, il y a les normes institutionnelles, mais il y a les normes pratiques. Et il a pris des exemples. Vous allez au centre de santé aujourd'hui, malade, on doit vous accueillir, vous traiter. Mais on attend que vous déboursez de l'argent. Est-ce que la loi a prévu que ce soit ainsi? Mais qui va réagir pour remettre en cause toutes ces pratiques? Donc le pauvre n'a pas le droit d'aller se faire soigner. Donc c'est un peu comme ça, j'ai caricaturé la démocratie à l'international malmenée aujourd'hui à la base. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui justifie la remise en cause même de ce processus aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas obligés de dire, nous ne voulons pas de ce que ceux qui nous dirigent font? Aujourd'hui, beaucoup disent que la CEDEAO, elle est une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. Très bien. Beaucoup l'ont écrit. Qu'est-ce que nous allons faire réellement pour que nous soyons à l'aise en Afrique? Hier, on a parlé de la démocratie à l'africaine. Et j'allais voir avec monsieur le maire. Il me semble que vous avez une chance que votre ville ait une seule langue locale à parler. C'est plus facile. Mais quand vous êtes dans une commune où il y a 2 ou 3 ou 4 langues locales, comment est-ce que vous arrivez vraiment à gérer tous ces outils-là? Merci beaucoup. Merci Innocent, merci à vous. Alors, la parole Innocent Bariba, c'est ça, non? Oui, Innocent. Alors, la parole à Ao. Et le deuxième micro à Paul. Merci. Monsieur le maire, je voudrais, à la suite des intervenants, remercier les 2 panélistes, Dr Ologou et Monsieur le maire, pour leur participation à l'éclairage. Les questions que je devrais poser, il y a 2 qui sont déjà prises en compte, et puisque je suis autorisé à ne poser qu'une seule selon la nouvelle formule, je voudrais m'adresser au docteur Espedi Ologou pour lui demander, puisque dans son explication, il a bien compris que les tests, aussi bien les accords et les tests à l'international, sont inscrits dans nos constitutions. Et pourtant, la participation citoyenne pose problème dans nos villes, dans nos pays africains. Je voudrais demander quels sont, selon lui, les réelles pesanteurs qui empêchent, parce que mon ami Adjibi est intervenu sur le code, sur le numérique. Et c'est une question fondamentale et qui freine, à mon sens, la participation citoyenne. Je voudrais maintenant que Dr Ologou nous dise qu'il aille un peu plus en profondeur pour nous faire ressortir les causes endogènes de cette faible participation. Parce que, est-ce que nos populations comprennent véritablement
les accords tels qu'ils sont expliqués à l'international? Est-ce que nos populations, on leur donne la parole? Est-ce qu'elles sont écoutées? Est-ce qu'elles arrivent à exprimer et à faire comprendre leur manière de participer, de prendre part à la démocratie telle que c'est vu de l'extérieur? Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci à vous pour ces questions qui sont posées. Je donne la parole à Paul et le deuxième micro à Wahab. Wahab, levez la main, on vous donne le deuxième micro. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, les communicateurs. C'est un thème très important dont les Africains ont besoin aujourd'hui pour le développement de leur pays. Je remercie la forte représentation des Sénégalais. Depuis que j'ai pris part, merci beaucoup, j'ai découvert l'engouement de la chose politique à leur niveau, sur de la démocratie, au moment où j'avais suivi une formation au sein de l'OIDP. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Je pense que les gouvernants au niveau supérieur sont en train de tisser des liens de partenariat très forts avec le Sénégal, qui est, comme vous le savez, le responsable de la démocratie en Afrique. Oui. Ah oui. Monsieur le secrétaire général, nous avons parlé des innovations démocratiques dans l'établissement d'un appareil de gouvernance inspirant et inclusif. Mais lorsque les populations vont innover sur le plan démocratique, comment peut-on mettre cette innovation en exécution? Puisque je suis en train de comprendre que nous sommes confinés dans une constitution qui est en quelque sorte une prison. Parce qu'on ne peut pas s'en écarter. On ne peut pas s'écarter des dispositions contenues dans la constitution. Voilà que il y a des innovations qui sortent qui peuvent faire du bien à nos différents pays. Merci pour cette conférence internationale, M. Bachir. La solution que je trouve à cela, c'est quoi? J'aurais souhaité, si possible, que l'OIDP programme la formation des chefs de partis politiques et des parlementaires pour introduire des dispositions permettant, à un moment donné de leur histoire, les peuples détenteurs de la souveraineté, des dispositions leur permettant, même des dirigeants en cours de mandat, ou bien vers la fin de leur mandat, si ces peuples autonomes, souverains, décident et qu'ils continuent, qu'on ne dise pas que, ah oui, non, la constitution est là, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Les hommes justes sont très rares. Et si nous pouvons nous inspirer de ce thème, par exemple, qui est un thème novateur, Monsieur le secrétaire général, je vous prie de prendre cette proposition en considération. C'est noté. Merci beaucoup. C'est noté. Merci bien, Paul. La parole à Wahab et le deuxième micro à Signaté, qui est juste là devant. Signaté, levez la main. Je suis sénégalais et caché au Mali. Je suis sénégalais, mais je parle au nom du Mali ici. Alors, merci beaucoup. Moi, je voudrais poser une question à Monsieur le maire, Morgueil, d'abord en le félicitant. On sent vraiment un maire engagé, déterminé et très passionné de ce qu'il fait. Félicitations. Ma question, c'est vraiment de voir au-delà de toutes ces belles choses que tu nous as exposées,
est-ce que Humboldt a pensé à une analyse critique de toutes ces démarches et de toutes ces innovations? C'est bien de pratiquer, mais parfois aussi c'est bien de prendre du recul et de voir qu'est-ce qu'on tire de ces pratiques. Et si ce n'est pas fait, en tout cas, je vous y encourage. Et la deuxième dimension, c'est est-ce que vous avez également un mode d'emploi pour toutes ces innovations? Et quand je parle de mode d'emploi, je lis ça aussi avec ma première question qui est sur l'analyse critique, en essayant de ne pas ressortir que le poteau rose. Il y a aussi des aspects qui sont des difficultés, des contraintes qui peuvent servir de leçons apprises à d'autres. Je vous remercie. Merci. Et peut-être, Bachir, si tu permets de rajouter un concept pour le docteur. Il a parlé de démocratie célébrée, de démocratie malmenée. Moi, je voulais rajouter la démocratie comme un concept porte-malheur et je laisse ça en réflexion. Merci, merci Wahab. La parole a signaté le deuxième micro à Alioune. Alioune, levez la main, on vous donne le deuxième micro. Merci, monsieur le secrétaire général. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit le cher ami de la presse APS. Il a raison. Au Sénégal déjà, la Constitution, l'article 102, règle la question de la participation. Et deuxièmement, les problèmes qui ont été posés par M. le maire, je pense que c'est des problèmes plutôt économiques et de l'information territoriale. Il faut dire au Sénégal que le PSE n'existe plus, c'est le projet qui est en vogue. C'est le seul référentiel de politique publique où toutes les actions des collectivités locales doivent s'inscrire aujourd'hui. Et sur ça, nous au Sénégal, l'information territoriale, on a le e-territoire depuis très longtemps qui fonctionne. On a l'observatoire de la décentralisation. Donc tout ce que les maires ont besoin au Sénégal en termes d'information, de politique publique, il faut retrouver et l'État du Sénégal s'est organisé à le faire. Maintenant, l'État civil, il y a le plan Nécal, monsieur le maire. Où, à l'heure où je vous parle, le ministre, il est à Ziguinchor pour une deuxième phase. Donc il faut dire que les problèmes... Parlez dans le micro, parlez dans le micro, parlez dans le micro. Voilà, le problème de l'État civil au Sénégal, il faut oser le dire, c'est un problème aussi des collectivités locales. Donc il faut saluer l'action du Premier ministre qui a autorisé les gens du Sénégal qui ont des problèmes d'extrait de naissance d'aller vers les examens. Il a autorisé à l'éducation nationale de les laisser faire les concours, les examens. Donc c'est quand même une mesure révolutionnaire. Un Premier ministre d'un État qui dit, voilà, les problèmes, je les connais, mais laissez tout le monde compétir. Donc il faut le dire, c'est une innovation. Et une dernière innovation, nous, on va, au niveau de l'agence de développement local, on va mettre en place ce qu'on appelle les bureaux économiques locaux, où tous les acteurs peuvent se retrouver et travailler pour le développement de leur collectivité. Donc voilà les quelques considérations que je voudrais partager avec l'assistante, et merci beaucoup. Merci Signaté. La parole à Alioune et le deuxième Ramdé. Merci beaucoup Bassir. Je m'appelle Alioune Pouy, je suis le maire de la commune de Sébikotane dans la région de Dakar au Sénégal. Je remercie les panélistes, M. le maire Magaye Boye et Dr qui a fait vraiment un exposé très enrichissant. Bon, comme on nous autorise à ne poser qu'une seule question, je vais me limiter à une question qui va s'adresser à M. le maire Magaye Boye, qui est en train de délivrer des actes d'état civil en ligne. Et comment vous gérez aujourd'hui la question de l'authenticité face au risque de falsification? Et est-ce que ces actes que vous émettez au bénéfice des usagers ne font pas l'objet de rejet quand ils les déposent au niveau de certains services de l'État? Et pour terminer, ce n'est pas une question, c'est juste une contribution. En tant que maire, je peux aujourd'hui dire que la démocratie participative est une réalité dans ma commune. Et ce qui a facilité cette réalité, c'est l'existence d'un dispositif communautaire très développé à travers des OCB, des associations de femmes, des conseils de quartier, un cadre territorial de concertation qui constitue des canaux de communication entre l'exécutif local et les populations. Donc j'encourage véritablement les maires à aider au développement d'une société civile locale pour permettre la facilitation de la participation citoyenne dans l'exercice du pouvoir local. Je vous remercie. Merci Alioune, Michel le maire. La parole à Ramdé et le deuxième micro à Madame Adiza. Merci beaucoup. Vous notez, hein? Mon cher Bachir, je réponds au nom de Ramdé Issa. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Éveil Côte d'Ivoire, également le point focal
de l'Observatoire international pour la démocratie participative en Côte d'Ivoire. Et je voudrais remercier les panélistes, les féliciter pour leur brillante intervention, particulièrement Monsieur le maire, pour ses innovations et actions partagées. Bon, j'ai juste une question pour respecter en tout cas les instructions de Monsieur le secrétaire général. Je voulais savoir que si toutes ces innovations réalisées au niveau de votre commune, est-ce qu'il y a un organe ou bien un outil, un mécanisme de coordination de toutes ces initiatives au niveau communal, ou c'est de manière individuelle que ces innovations sont mises en œuvre? Si c'est non, je suggère en tout cas la mise en place d'une coordination, en tout cas à ce niveau. Merci beaucoup. Merci Ramdé. La parole à Madame Adiza et le deuxième micro à Denis. Denis, levez la main, on vous donne le deuxième micro. Merci beaucoup. Je suis Madame Lamienne Wando Adiza, présidente fondatrice de l'association Négabonon au Burkina Faso. Je voudrais faire un commentaire sur ce que quelqu'un a dit. Moi, je pense profondément, parce que je suis le Sénégal. Je suis à moitié sénégalaise depuis 1990-91, où j'ai eu une sœur et deux frères sénégalais quand on était en études en France. Donc je vais régulièrement au Sénégal. Et je vous avoue que lors des événements, j'ai failli avoir un ulcère. Parce que je ne savais pas si les deux allaient sortir vivants de prison. Mais pour moi, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est les cultures sénégalaises. Pour moi, ce n'est pas la démocratie qui vient de là-bas. D'abord, les Sénégalais et les Sénégalaises s'aiment. Quand on s'aime et qu'on est égratigné, on dit stop. Je pense que c'est ça. Et l'éveil de la jeunesse sénégalaise. Maintenant, ma question, j'aurais voulu... Est-ce qu'on n'aurait pas voulu faire un panel aussi sur, même si ce n'est pas des innovations, mais c'est des pratiques traditionnelles de la gouvernance africaine. Moi, je viens d'une ethnie où vraiment on ne nous a rien appris par l'Occident. Je viens d'une ethnie où la culture démocratique est culturelle. Donc, moi, je me demande si dans ce contexte même de renaissance africaine, on n'allait pas prendre la question culturelle comme la base. Et en termes de renaissance, ça ne veut pas dire qu'on rejettera des éléments de tous ces textes que vous avez cités. Mais je trouve, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de redéfinir les choses par rapport à nous et non par rapport aux autres? Merci. Merci, merci, c'est un point important. Effectivement, un point important qui nous interpelle sur la nécessité d'écrire notre narratif, qui est malmené de part et d'autre, et surtout de bien analyser nos pratiques. La culture, je pense que quelqu'un est revenu là-dessus, des pratiques qui sont installées depuis 1235, je pense, Charles de Kouroukan-Fouga, et dans d'autres pays, on a aussi, effectivement, dans d'autres pays, on a effectivement d'autres aspects, d'autres dispositifs de notre culture qui étaient là, mais malheureusement, quand l'autre a raconté notre histoire, il a dit que ces cultures n'existaient pas. Donc il faut l'interpeller à nouveau et surtout nous efforcer à écrire notre narrative. Merci Adiza. La parole à Denis et le deuxième micro à Emmanuel. Bonjour tout le monde et merci à Bachir pour la parole. Je voudrais tout d'abord remercier la mairie de Cotonou qui nous a invités pour participer à cette activité. Et c'est pour une première fois que le Congo-Brazzaville participe à ce genre d'activité. Et merci pour le secrétariat de l'ODP. Bachir tout à l'heure a dit qu'il y a un paradoxe entre deux pays, le Congo-Brazzaville
et le Congo-Kinshasa. Et moi, je viens du Congo-Brazzaville et je suis directeur exécutif d'une association qui s'appelle le Devoir des Hommes. Et nous sommes dans un contexte où le pouvoir public a, je dirais, pollué la population, où quand vous faites une activité, à la fin, on vous demande, on boit où? Donc si vous n'avez pas d'argent pour acheter de la boisson ou de la nourriture, difficile de mobiliser la population. Un pays où, que je dirais naturellement riche, avec du pétrole, mais malheureusement avec une population très pauvre. Un pays où les textes sont bien rédigés, mais dans la pratique, rien ne se fait. Je vais prendre juste un petit exemple. Nous sommes allés voir le ministre délégué à la décentralisation pour leur proposer des actions à faire. Mais on nous répond que nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec les partenaires internationaux. Au niveau local, vous devez vous adresser directement aux populations. Et il est difficile de pouvoir travailler, promouvoir la démocratie participative sans pourtant qu'il y ait une implication totale des pouvoirs publics. C'est des initiatives qui peuvent se faire. On a eu à réaliser quelques actions avec les programmes, mais malheureusement, étant donné que c'est des projets, ces initiatives ne se pérennisent pas parce qu'il n'y a pas d'appropriation des pouvoirs publics. Et une petite illustration encore, au moment où je suis ici, nous avons créé un groupe WhatsApp OEDP Congo avec bon nombre de maires de la République du Congo. Et quand j'ai partagé les documents de la conférence, il y a eu 2 maires qui se sont retirés. Je suis intéressé par la présentation du maire en ce qui concerne la démocratie participative numérique. Et je pense que c'est une bonne option pour nous qui peut faire que nous puissions booster les choses. Et j'ai quelques questions que je voudrais poser à Monsieur le maire. Votre présentation est élogieuse. Est-ce que parmi toutes ces questions que tu veux poser, tu peux poser la plus importante et ensuite le reste, vous prendrez le café ensemble pour en discuter. Ok. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quel est aujourd'hui le degré de participation de vos populations à travers cette approche de la démocratie participative numérique? Merci. Merci Denis et surtout merci pour la compréhension pour nous aider à gérer le temps. La parole à Emmanuel et le deuxième micro à Alik. Merci. Levez la main, on vous amène le deuxième micro. Alik. Merci bien, monsieur le modérateur. Je remercie aussi les 2 panélistes pour leur diplôme de panel. Monsieur le maire, transformer un habitant en un citoyen de la communauté. Transformer un habitant en un citoyen de la communauté. Je voudrais demander vraiment votre sagacité par rapport à cette notion très... Je voudrais demander vraiment votre sagacité par rapport à cet enjeu qui voit les réalités du contexte africain. En tout cas, je ne vais pas aller dans les détails par rapport à l'oreille du modérateur. Secondo, nos différents, on voit nos hauts sommets, COP si vous le voulez, où nous célébrons comme le concept qui nous réunit d'ailleurs, donc la démocratie au bas pied de nos réalités, c'est autre chose. Je voudrais demander aux modérateurs experts, je vais dire aux panélistes experts, ce serpent qui se mord la queue, quel est votre avis par rapport à ça avec votre sagacité? Et pour finir, monsieur le modérateur,
la démocratie participative et la démocratie représentative. Mais toujours au panéliste, M. Ologu, cette dimension aussi voit les réalités africaines, cette dimension notionnelle, je dirais même philosophique, avec le contexte de taux de scolarité, pour pas dire, le taux de scolarité des réalités africaines, est-ce que le bas peuple comprend tout ça? La démocratie représentative, la démocratie participative dans nos réalités africaines. Voilà le niveau de scolarité déjà. Merci, monsieur le président. Merci Emmanuel. La parole à Kili et le deuxième micro à Fatima. Je ne me trompe pas. Hein? Deuxième micro à Fatima. La parole à Alik. Oui. Merci bien pour la parole. Je me nomme Aliki Tsasso. Je suis conseiller municipal de la commune de Koza 2 au Togo. Je voudrais d'entrée dire merci aux panélistes pour la communication avec toute la richesse que celles-ci ont revêtue. L'Afrique reste encore cette image d'un désert posé sur des ressources aux dimensions presque illimitées là. Et cette situation est déplorable. Je pense donc qu'il y a lieu qu'ensemble, on fasse ce qu'il faut faire pour donner le meilleur à notre continent. À l'analyse des observations, à l'analyse des présentations qui sont passées, la question c'est de savoir comment amener tous les acteurs, que ce soit au niveau local ou au niveau des petites collectivités et les acteurs au niveau central, à avoir le même langage. Avoir le même langage suppose donc observer les orientations de la démocratie participative. Avoir le même langage suppose s'accorder pour la mise en œuvre et la promotion de la démocratie participative, parce que celle-ci passe pour être celle-là qui va apporter une plus-value à l'Afrique. J'allais dire celle-là qui va délivrer l'Afrique. Merci. Merci Aliki. La parole à Fatima et le deuxième micro à Harrison. J'espère que je ne me trompe pas sur l'orthographe. Harrison, c'est ça. Bonjour tout le monde. Monsieur le modérateur, messieurs les panélistes, distingués invités, à vos titres, grades et qualités. Je remercie les panélistes pour nous avoir gratifiés de ces brillantes prestations. D'abord, avec M. Mogayboy, maire de Khombol, je viens témoigner sur les résultats que ces innovations ont apportés. Pour les résultats du bac 2024, le lycée de Khombol a eu un taux de plus de 88%, alors que la moyenne nationale est à plus de 50%, avec 25 mentions, dont un très bien, 2 bien et 22 à bien. D'ailleurs, des jeunes de notre commune, la commune de Toubatoul, ont bénéficié de ces innovations. Même les femmes de notre commune en bénéficient. C'est de Mogayboy, parce que ce sont deux communes proches par la parenté. Vous voyez une famille dont les membres sont à Khombol, les autres membres sont à Toubatoul. Et ça c'est ça l'intercommunalité qu'on a pratiqué sans texte. Ça, M. Mogayboy l'a compris. Donc, il aide beaucoup de jeunes et de femmes de Toubatoul. Donc, M. le maire Ahmed Dieye est très reconnaissant à votre égard, M. le maire, parce que vous êtes des frères. M. le maire aussi en fait de même aussi pour Khombol. Donc, ma question, c'est, monsieur le maire, est-ce que vous avez prévu un mécanisme de suivi pour ces jeunes-là par rapport pour leur future employabilité dans le marché du travail? Est-ce que vous pensez aussi à les former en développement personnel et en leadership, parce que c'est ce qui manque aux jeunes? Merci. Maintenant, je me tourne vers le docteur Elougou. Ok, docteur, bon, exceptionnellement, deuxième question. Docteur, le cadre juridique est bien servi en Afrique, mais c'est l'application qui fait défaut. Nous sommes champions en ratification, mais c'est l'application qui fait défaut.
Quand on a élaboré la CDE, les Africains se sont levés par rapport à ces 4 principes. Ils ont dit, ils se sont levés pour créer la 4BE. C'est la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, en y ajoutant un 5e principe. Pourquoi les Africains ne font pas ça? Je vais suivre la même lancée que Mme Adja. Pourquoi ils n'arriment pas les textes à leur réalité? Monsieur le modérateur nous a donné l'exemple de 2 pays. Là où les textes sont bien faits, mais quand il s'agit de l'appliquer, c'est là où ça pêche. L'autre pays, il n'y a pas de texte, mais ils gèrent mieux. Les États-Unis n'ont pas ratifié la CDE, mais aux États-Unis, tu n'oses pas toucher un enfant. Donc, ce n'est pas les textes, mais c'est la pratique qui nous indique vraiment la valeur de ces textes-là. Merci beaucoup. Merci, madame. Je passe la parole à Arissou et Degueno. J'espère que je ne me trompe pas. À le deuxième micro. Levez la main, on vous amène le deuxième micro. Bonjour. Degueno. Oui. Puis-je profiter du bon voisinage pour apporter 2 mots? Bon, on va quand même respecter l'ordre et D'accord. ensuite je viendrai vers vous éventuellement. Merci. J'ai dit éventuellement. Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Herman Arissou. Je suis coordonnateur de l'organisation qui s'appelle Arrêt Bénin, Réveil de l'Afrique. Merci. Ma question s'adresse à notre cher leader, le monsieur le maire. J'aimerais savoir quelle place occupe la jeunesse dans sa gestion de l'innovation dans la commune. Et je voudrais aussi juste rappeler à tout le monde, à tout un chacun de nous, que nous sommes en train d'oublier un pan que chacun va passer par là très bientôt, qui est la gestion de personnes âgées. Qu'en pensons-nous dans cette innovation, ou bien au cours de cette conférence, pour que d'ici là, cette couche de personnes soit vraiment prise en charge dans nos différentes communes. Merci beaucoup. Merci Arissou. Et la parole à Degueno. Merci. Je réponds au nom de Mme Degueno Pierrette. Je suis la présidente de l'ONG GRADFB, entendez, Groupe de recherche et d'action pour le développement de la femme au Bénin. Avant tout propos, je voudrais remercier l'organisation de ce séminaire parce qu'ils ont veillé à ce que jusqu'à la dernière minute, ceux qui se sont inscrits puissent vraiment se rappeler et revenir. En tout cas, ça m'a enchanté parce que c'est la première fois que j'ai vu ce souci de regrouper tout le monde. Et je voudrais que ça continue afin que nous qui nous occupons des marginalisés à la base, que nous puissions vraiment être intégrés pour avoir des compétences, les renforcements pour pouvoir impacter ce groupe qui est à la base. Ceci étant, je reviens aux communications. La première communication nous disait que la participation active, c'est-à-dire la participation citoyenne, permet aux collectivités de donner leurs innovations et que ces innovations devront être capitalisées dans les politiques publiques. Comment est-ce que vous faites pour que vraiment ces innovations puissent être capitalisées dans les politiques publiques afin que vraiment on en voit l'impact pour pouvoir arriver aux objectifs de développement durable et que personne ne soit de côté. Ma deuxième préoccupation est celle qu'on dit qu'il faudrait faire de l'habitant un citoyen. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais il faudrait renforcer leurs capacités pour que vraiment ils puissent avoir des notions de base pour quitter, disons, l'isolat, cesser d'être isolés pour s'intégrer vraiment dans le groupe des citoyens et savoir qu'ils sont à part entière des citoyens pour pouvoir participer au développement durable. Merci. Non, j'ai juste encore une petite question, une petite préoccupation. C'est le problème des textes, de nos textes internes qui ne sont pas intégrés dans les textes. D'après le dernier conférencier, nous aussi nous avons cette préoccupation.
comment faire pour que ça soit intégré. Et c'est là que je rejoins, disons, Madame du Sénégal qui a dit qu'il faudrait que nous puissions faire un panel afin de rassembler toutes nos expériences et nos leçons apprises là, nos bonnes pratiques pour pouvoir les intégrer afin que nous puissions aller plus de l'avant au lieu de toujours faire des coupés-collés. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, j'avais dit qu'on allait faire un coup KO, mais bon, il y a un forcing pour aller devant le Conseil constitutionnel. On va donner la parole à Madame pour 30 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. En fait, je vais juste placer deux à trois mots à l'endroit de Monsieur le maire Magaye Boye, que je connais très bien. Je suis Madame Dieynaba Diarra Bakhoum, chef du service départemental du développement communautaire de Thiès. Donc, Khombole est dans la commune de Khombole est dans le département de Thiès. Alors, j'ai entendu juste une question. Certainement, il va répondre. Mais pour vous dire que Khombole, effectivement, est une commune modèle au Sénégal. Madame, vous avez une question, puisque là, on est vraiment dans la limite du temps. Donnez la question, comme ça, ils pourront répondre. La question, c'est que la question est, en fait, par rapport à la délivrance des extraits de naissance, des états civils électroniques, je vais dire. Vraiment, est-ce que, du point de vue de la loi, ces extraits seront reconnus au niveau de toutes les institutions, surtout à l'inscription des élèves? C'est ça. Nous pensons au maintien des filles et en ce moment-là, est-ce que ces élèves-là seront acceptés au niveau de l'éducation? Mais je félicite aussi vraiment Monsieur le maire de toutes ces initiatives. Merci. Et nous applaudissons au pays. Merci. Merci pour toutes ces questions. Alors, vraiment, il y a une multitude de questions pour un souci de rationalisation du temps, puisque maintenant nous allons faire pas la démocratie participative, mais la gestion participative du temps. Aidez-nous à aller sur l'essentiel, à synthétiser, et puis, bon, je n'exclus pas que dans les couloirs, au moment des pauses, café et autres, que la discussion puisse se poursuivre, puisque rencontre, c'est aussi ça. On met les connexions et ensuite les contacts se poursuivent après. Donc la parole dans le même ordre, d'abord à Michel le maire et ensuite à Docteur. Et moi, je vais m'asseoir. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à tous les intervenants, 20 intervenants. Nous allons essayer de regrouper les questions qui nous concernent relativement à l'existence d'un cadre de planification et de coordination. Nous avons ce que nous avons appelé la salle virtuelle de planification et de coordination. C'est une salle qui regroupe l'ensemble des présidents de commission, l'ensemble des délégués de quartier, l'ensemble des présidents de conseils de quartier et l'ensemble de nos collaborateurs et autres techniciens qui nous accompagnent dans une salle où nous nous réunissons chaque semaine pendant 3 heures de temps pour définir, orienter, suivre et évaluer les politiques qui ont été mises en œuvre. Première question, j'ai répondu. Deuxième, à propos de l'existence de documents de partage et de capitalisation. Voyez l'ensemble des comptes sociaux de la mairie de Khombole ou commune de Khombole, selon un peu le réseau ou la plateforme, vous y trouverez l'ensemble des activités, y compris également mes comptes sociaux personnels. Vous y trouverez l'ensemble des activités telles qu'elles ont été déroulées dans la conception, dans la mise en œuvre et dans l'évaluation des impacts. En ce qui concerne l'état civil, ou du moins la permission, l'autorisation ou l'interdiction d'utilisation de certaines plateformes ou de certains outils numériques. Nous l'avons dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'état civil particulièrement, c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui la possibilité de signature électronique apportée aux actes d'état civil. Mais rien n'interdit à un particulier de recevoir en PDF son acte d'état civil. Alors la conception à ce niveau et dans la démarche que nous faisons au niveau de notre groupe de planification, c'est de se dire on a une innovation. Quel est le texte qui l'interdit? On cherche les textes, on discute avec le préfet qui est garant du contrôle de légalité, puisque le contrôle de légalité est à 3 niveaux. Les actes qui sont soumis
à l'approbation du représentant de l'État avant exécution. Les actes qui sont soumis à l'information au représentant de l'État avant exécution et les actes qui sont libres d'administration par la collectivité territoriale. S'il n'y a pas un texte qui l'interdit, je cherche qu'est-ce que ça entrave l'intérêt d'un particulier. Puisque tant que l'intérêt d'un particulier n'est pas entravé, tu ne risques pas d'être traîné devant les cours et tribunaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme risque encouru par telle activité? S'il y a un risque, est-ce que nous, au sein de notre mairie, nous pouvons actuellement maîtriser ce risque ou ultérieurement gérer ce risque-là? Si oui, on y va en osant. Si on n'ose pas, on ne peut pas avancer. Les actes d'état civil ne sont pas, disons, numériques, ne sont pas permis dans la soumission de dossiers de candidature à certaines écoles ou à certaines institutions. Mais allez à l'international, on vous dira de soumettre votre dossier en numérique. Certains dossiers de candidature... Je vous suggère de résumer tout ça, oui. Puisque aller dans les détails, ça peut être compliqué. D'accord. Certains dossiers de candidature sont soumis en format numérique, envoyé en mail ou en tout autre format. Si aujourd'hui, celui qui reçoit l'acte en propre a la possibilité de le scanner et de l'envoyer en numérique, à plus forte raison celui qui a émis l'acte. Qu'est-ce qui est interdit à ce niveau? Et quel est le risque encouru? La commune qui l'envoie directement au concerné, c'est un risque de fuite d'information. Si l'information ou du moins l'acte fuite, c'est au niveau du concerné lui-même, puisque c'est lui qui reçoit, à travers un numéro qu'il nous a donné, l'acte tel qu'il a été scanné. À l'international, on n'interdit pas de recevoir un acte en PDF, puisque la plupart des Khombolois de la diaspora soumissionnent à des candidatures qui peuvent être déposées. Autre question relativement, je disais tout à l'heure qu'on est venu pour apprendre. J'ai entendu tout à l'heure le Conseil des seniors. Une fois à Khombol, nous allons le mettre en place. Alors, les questions, elles sont multiples. En off, nous pouvons apporter tout ça sur la sensibilité, sur le conseil. J'ai vu énormément de questions. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Le degré de participation numérique, allez dans les comptes sociaux, vous allez voir l'interactivité. Pour les documents de planification ou les termes de référence de chaque initiative, faites-en la demande à contact@mairie-de-khombol.sn. Les documents vous seront envoyés. Vous pouvez vous en inspirer et on va avancer. Merci. Merci. Désolé d'avoir raccourci les choses, puisqu'il nous faut... merci Michel le maire pour ta compréhension et surtout pour cette capacité de synthèse dans les réponses. Je passe la parole au docteur maintenant pour les réponses à apporter, en lui suggérant la même règle. Merci beaucoup. Je vais choisir 2 ou 3 questions et puis je vais m'en arrêter là. Voilà, c'est bien. La première a rapport à nos références aux valeurs endogènes ou aux pratiques africaines de faire démocratie. Il y en a tellement chez nous qu'au fond, si le propos qui m'a été demandé n'était pas de présenter des textes constitutionnels et des accords internationaux, je n'aurais pas fait les options que j'ai faites. Parce qu'il y a d'énormes valeurs, de valeurs majeures sur le continent qui permettent de gouverner la société de façon démocratique. J'aime à citer l'exemple le plus récent du point de vue historique, la façon dont Nelson Rolihlahla Mandela a utilisé la philosophie bantou de l'Ubuntu pour refaire société, et pour ici citer un philosophe sénégalais, pour refaire humanité ensemble, Souleymane Bachir Diagne, en Afrique du Sud. Je suis parce que nous sommes. La société démocratique ne peut pas fonctionner si je mets l'individualité au centre de tout. Et on peut multiplier les exemples. Ce qui m'amène à dire de façon historique que si, avec Cheikh Anta Diop et tous les autres historiens, on a pu conclure que l'Afrique est le berceau de l'humanité, si on est d'accord que la démocratie, c'est comme dit Robert Dahl, et cette fois-ci je prends un auteur américain, que c'est la façon dont les collectifs humains se mettent ensemble pour prendre des décisions de façon collective. Si on a pu dire ça, il va de soi, de façon logique, que la démocratie n'est pas née en Grèce, comme on tente à nous le faire croire. Si des hommes ont pu exister quelque part et ont pu prendre des décisions collectivement, et que les premiers hommes qui ont existé sur la Terre sont apparus en Afrique, il va de soi que collectivement, les Africains ont pu prendre des décisions avant. Et donc ce genre de manière de voir les choses reviennent à nous intellectuels, dans les espaces que nous avons de pouvoir faire passer ce type de message. Et donc je suis d'accord avec ceux qui évoquent cette perspective.
La dernière chose que je souhaiterais dire, c'est pourquoi malgré tous les tests, malgré toutes les importations, les allers-retours, nous en sommes là au niveau de la démocratie participative. J'ai 2 ou 3 hypothèses. La première, c'est que nous avons des difficultés au niveau des langues dans lesquelles les tests sont traduits. Les tests qui font enjeu de démocratie participative ne sont pas dans la plupart des langues nationales chez nous. Ce qui fait que ceux qui connaissent les tests et qui sont en mesure de les manipuler, y compris au niveau local, parce que la démocratie locale n'est pas égale à la démocratie participative, il y a parfois de perversion, la perversion de la démocratie participative au niveau local. J'entends la fleur en bouche des maires ici, mais moi je ne suis pas totalement d'accord, hein, parce que parfois on observe ce qui se passe au plan national, au plan local. Donc il y a la langue. Ensuite, il y a les formes de perversion de l'action politique, l'appauvrissement des couches sociales pour les rendre totalement dépendantes de la façon dont les gouvernants au niveau politique voient les choses. Et enfin, c'est, je crois, l'inexploitation aujourd'hui de ce qui marche au plan des institutions que nous avons mises en place. Et je vais finir, monsieur le modérateur, sur ce point. C'est que, par exemple, il y a d'importantes jurisprudences rendues partout dans nos pays qui cassent un peu la façon de faire des acteurs politiques, des gouvernants qui peuvent aider les citoyens, mais dont personne ne parle en général. Et encore, je plaide une fois pour ça, c'est qu'il est possible de trouver des arguments à opposer dans nos jurisprudences, dans nos pratiques, aux gouvernants pour leur dire ce que vous faites là, le juge a déjà dit non à ça, parce que ça entrave la démocratie participative dans nos pays. Et ces arguments-là existent de façon énorme dans nos différentes jurisprudences. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Vraiment, merci. Merci aux 2 intervenants. Débat très riche. Mais ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, les innovations démocratiques, il y en a. Les textes et le dispositif ou l'armature juridique ou normative et institutionnelle est là et très souvent ne prend pas en compte suffisamment bien ces innovations-là, d'où la nécessité de travailler là-dessus. Et une des pistes, il vient de le soulever tout à l'heure, peut être explorée à travers les jurisprudences qui sont données, mais surtout aussi à travers comment les citoyens eux-mêmes s'approprient de ces questions-là et comment est-ce qu'ils font avancer les causes sur ces innovations qui ont produit des résultats et qui ont permis de résoudre des problèmes qui sont posés pour améliorer le cadre de la décentralisation du point de vue normatif ou du point de vue institutionnel. Merci à vous deux. Vraiment, c'était des échanges très riches. Merci aux participants pour les questions qui ont été soulevées et qui ont été consignées. J'espère que je ne dis pas des choses qui ne se font pas. Ce qui a été soulevé comme question, c'est bien consigné, non? Très bien. Comme ça, ça nous permettra d'ouvrir des échanges. J'ai vu aussi, il y a des suggestions qui sont faites pour l'observatoire et sur lesquelles nous travaillons, comment accompagner la formation du vivier dans lequel les élus vont sortir. Je pense que ce vivier, c'est les partis politiques, ce vivier, c'est aussi la société civile, qui d'une manière ou d'une autre aussi alimente ceux qui vont être les élus de demain. Et je prends en compte ces propositions qui sont faites sur lesquelles nous allons travailler. Alors, on me fait dire, j'ouvre les guillemets, il est porté à la connaissance des distingués participants du FIDEPA 5 qu'une visite touristique est prévue dans la ville de Cotonou, dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Ouida, Abomey et au complexe GDIZ. Alors, les visites sont gratuites, mais il faut s'inscrire tout de suite auprès des hôtesses. Ceux qui veulent y aller, les visites sont gratuites et il faut s'inscrire. Deuxième information qu'on me fait dire, j'ouvre les guillemets. Un tour de ville, Cotonou by night. Ce n'est pas moi qui le dis, je le lis. Vous voyez. Cotonou by night est prévu le samedi de 21h à minuit, sous encadrement de la police républicaine. Il vous permettra de découvrir Cotonou et ses charmes. Les bus passeront suivant les inscriptions sur la liste Cotonou by Night. La liste circule également. Donc ceux qui veulent voir Cotonou by Night, inscrivez-vous, sinon vous n'allez pas voir. Troisième information qu'on me fait dire, j'ouvre les guillemets. À la fin des travaux, les bus attendront les distingués participants au perron situé devant le jet d'eau du Palais des Congrès de Cotonou. Merci
et bonne suite du FIDEPA. Je ferme les guillemets et je lève la séance.